De la même manière que dans une startup, on est obligé de rester concentré sur son business en permanence, ici c'est la même chose. Bienvenue chez Abionic, sur le site du Biopôle des Palinges. C'est un plaisir de vous accueillir pour vous introduire auprès de la plateforme de diagnostic la plus rapide au monde. Peut-être un petit saut par le musée que je vois là-bas qui présente quelques-uns de vos prototypes et produits. Ça fait 10 ans maintenant que l'entreprise existe. On a aussi appris avec cette première génération, qui correspond humblement à l'iPhone 1, qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on voulait adapter pour que ça ait un succès commercial. Et c'est pour ça que maintenant, on est parti sur une version qu'on appelle la Bioscope 2, qui est vraiment une version totalement industrialisée et qui permet d'obtenir en 5 minutes, à partir d'une petite goutte de sang, une quantification moléculaire de qualité laboratoire. Are you listening? Damn. Tout cet espace, ces 250 mètres carrés de labo tout équipé, servent à introduire et à immobiliser les marqueurs biologiques, donc des petites protéines qu'on achète, qui sont réputées spécifiques pour faire un test. C'est 10 ans de développement que vous avez sous les yeux, et c'est évidemment notre recette Coca-Cola que nous ne partageons pas et que nous gardons comme avantage concurrentiel envers n'importe quelle boîte qui aurait des moyens infinis. Ça demande beaucoup d'investissement et de salle blanche complète. Absolument. Maintenant, c'est ça qui est aussi très compliqué à comprendre des fois dans des entreprises comme Abionic, c'est que nous sommes à cheval sur 3 domaines très pointus, qui sont la nanotechnologie, où on voit ces petits capteurs, la biologie, qui finalement se résume à faire du pipetage dans des conditions extrêmement précises, et toute la partie medtech, parce que voilà, nous à la fin, nous vendons nos produits à des médecins, et puis nous devons avoir cette logique de commercialisation d'un produit strictement médical pour une plateforme technologique qui peut se décliner dans plein d'indications. D'accord. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans cette commercialisation et pourquoi est-ce que ça ne bouge pas plus vite, on a envie de dire? C'est clair que pour des entrepreneurs comme nous, c'est très frustrant parce que nous, on se dit, bon, c'est une alarme, donc autant l'utiliser relativement systématiquement et comprendre en l'utilisant aussi et affiner à ce moment-là. Mais la médecine aujourd'hui, c'est la manière inverse de réfléchir, c'est plutôt de se dire, on ne veut surtout pas prendre de risques. Donc à vous, entrepreneurs, de nous démontrer que ces risques sont bas et qu'il y a une utilité dans ce cas de figure, plutôt qu'à nous d'essayer et puis de nous rendre compte que ça fait du sens. Quelles seraient les prochaines étapes nécessaires pour le développement d'Abionic? Les ressources. Aujourd'hui, à cause du Covid, on est plutôt dans une logique de réduire la voilure plutôt que d'engager des gens. Si vous voulez avoir un succès, vous devez investir massivement dans le développement de ces technologies. La crise actuelle, c'est une crise passagère. Moi, j'estime que dans un horizon de 2-3 ans, on va quand même retourner à une forme de normalité. Par contre, la crise, on va dire la logique culturelle, économique, là, on parle de quelque chose qui dure depuis des années et qui est très long à changer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'un maximum d'entrepreneurs se mobilisent pour donner un message, de dire on a besoin de ces ressources si on veut y arriver. Magnifique. Merci beaucoup pour ce tour, Nicolas, c'était top. C'était mon plaisir. C'est un peu les mêmes compétences qu'il faut pour faire ce genre d'exercice de voltige que de créer une entreprise? Non, alors c'est assez différent. On peut pas On serait dire tenté que... de faire l'analogie, mais... Oui, mais je dirais ce qui est le plus frappant peut-être, c'est la perception qu'ont les autres qu'on prend un risque, alors que ce n'est pas le cas. Quand on lance une boîte, évidemment que ça représente un risque, mais c'est toujours des risques qui sont quand même relativement calculés. On n'est pas des têtes brûlées, on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent des autres. En aviation, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a 200 ans, tout le monde était entrepreneur. C'était une question de survie. L'industrie n'existait pas. On était obligé d'entreprendre pour pouvoir survivre. Il faut être extrêmement patient. Les choses ne vont pas vite du tout, contrairement à ce que pensent les gens. Non. Et on est les premiers à penser que ça va aller plus vite. Je veux dire, moi, chaque année, je suis surpris du temps finalement qui est plus long que celui qu'on avait espéré. C'est d'une certaine manière frustrant et décevant, mais d'une autre manière, c'est une réalité de notre industrie et c'est une réalité de notre écosystème. Ça prend du temps si on veut respecter les règles, si on veut avoir un vrai succès au bout et pas simplement faire de la fioriture et faire du bruit. Tant que vous n'avez pas un succès économique où vous pouvez mesurer un chiffre d'affaires en dizaines de millions, les gens vont penser « Ah, ça reste un gadget parce qu'on n'est pas encore sûr que… » Cette hypothétique faillite permanente est quelque chose qui doit être pesant à la fin. C'est extrêmement fatigant. On est en perpétuelle condition de survie.
C'est très difficile et ça demande beaucoup de courage d'engager des fonds, d'engager des projets, d'engager des décisions quand on n'est pas du tout sûr qu'on va pouvoir les assumer, ne serait-ce qu'à court terme. Ce qui est dommage, c'est qu'on a une carte à jouer dans la crise actuelle pour aider à la résoudre. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y a une réticence à essayer des choses nouvelles. C'est dû à quoi? Un conservatisme helvétique ou corporatiste? C'est quoi? C'est un problème suisse? C'est un problème de milieu? Je pense que c'est un problème d'industrie qui est accentué avec une culture suisse. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité? Le courage de nos décideurs. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait un petit peu plus nous donner la légitimité que s'il y a une petite probabilité qu'on ait raison, on devrait essayer, plutôt que d'être toujours dans cette logique de dire s'il y a un petit risque, alors n'essayons pas. Il faut garder une grande part de naïveté et de vision et d'envie de changer ce monde, parce que si on est juste pragmatique et si on est juste dans une logique de comprendre tout ce qu'on va avoir à traverser, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui se lanceraient. Il y a une part de naïveté? Je l'ai toujours, absolument, et je tiens à la garder. Mais voilà, elle s'amenuise au fur et à mesure de l'avancée parce qu'on prend conscience de tout l'environnement comme il est aujourd'hui et comme il est sclérosé et comme il est compliqué à faire bouger.